Bienvenue dans Capitale 2020. Daniel Simonet, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ici sur le plateau de BFM Paris. Christine Henry également, bonsoir. On est ravis de vous accueillir ce soir. Journaliste à l'édition Paris du Parisien, puisque, on le rappelle, cette émission est conçue avec le Parisien. Voici brièvement le sommaire pour commencer cette émission. Avec vous, Daniel Simonet, nous allons décrypter l'actualité de ces derniers jours à Paris, notamment le gel des impôts promis par Anne Hidalgo dans la capitale. Ce sera dans Paris News. Nous testerons aussi vos connaissances de la capitale dans notre petit quiz Paris Screen. Le logo vient d'être dévoilé. Nous parlerons des JO au cœur de notre focus aujourd'hui. Et l'interpellateur du jour, Didier Camandona de la Fédération nationale de l'immobilier, vous questionnera ensuite sur la problématique du logement à Paris. Tout un programme. On commence tout de suite avec l'actu de la semaine. Et première question d'actualité de ce Paris News, et c'est toi qui la poses, Christine. Donc Anne Hidalgo a promis de ne pas augmenter les impôts des Parisiens pour les 6 prochaines années, si elle est réélue. Est-ce crédible ? Elle avait déjà fait la promesse auparavant, sauf qu'on est dans une situation où on ne sait pas ce que va devenir l'évolution de la fiscalité locale et où il y aurait surtout une urgence à porter un débat pour mettre en place une vraie révolution fiscale en faveur d'une justice fiscale. Puisque aujourd'hui, vous le savez comme moi, les impôts locaux ne sont pas des impôts avec une progressivité comme les impôts sur le revenu. Et donc, finalement, quand vous voyez la capitale parisienne, où vous avez une grande partie des contribuables parisiens qui font partie des plus riches de France, la capitale héberge bon nombre des premiers de cordée, eh bien, il faudrait pouvoir les mettre à contribution, parce qu'une autre particularité de la capitale, c'est qu'on a des fortes inégalités sociales. Même si, hélas, à Paris, quand il y avait 36% d'ouvriers employés, il n'y en a plus que 25% aujourd'hui, il faut mettre à contribution les plus riches pour permettre de contribuer au financement. Donc, geler les impôts, ça ne permettrait pas certains Il faudrait au contraire porter un débat pour que les impôts locaux obéissent enfin à la progressivité, pour qu'il y ait enfin une justice fiscale. Parce que je pense que c'est vraiment le gros du problème. Les plus riches contribuent à cet impôt local pour bénéficier pouvoir aux plus permettre de refaire de Paris une ville hospitalière, une ville de la solidarité, une ville où on puisse à nouveau y vivre et pas une ville réservée aux plus riches, aux touristes. Sans cela, le gel des impôts qui est promis par Anne Hidalgo, ce n'est vraiment pas faisable, ce n'est pas matériellement possible, ça n'aura pas de répercussions directes sur les Parisiens. Aujourd'hui, c'est une promesse qu'elle fait sans savoir ce que va devenir la fiscalité locale avec les politiques du gouvernement Macron. Donc moi, ce que j'aimerais aussi, c'est l'entendre parler face à la contractualisation de Macron, qui finalement remet en cause la libre autonomie de gestion de la commune. Que va-t-elle faire? Est-ce qu'elle va continuer à accepter, à se soumettre finalement à cette mise sous tutelle du budget de la ville de Paris vis-à-vis de Bercy, ou est-ce qu'elle va décider d'engager un véritable bras de fer et de mobiliser les Parisiennes et les Parisiens? Si on comprend bien, si ce n'est pas faisable un jour qu'Anne Hidalgo dit je ne peux pas le faire, ce sera de la faute de l'État, parce que les mesures fiscales au niveau de l'État n'auront pas permis ceci. C'est tout le problème de Madame Hidalgo, c'est-à-dire qu'elle va faire des promesses, mais comme elle n'organise aucun bras de fer vis-à-vis de l'État, et bien quand elle réussit pas, et quand elle échoue à assumer ses engagements, ses promesses, elle dit c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'État. Sans jamais se poser la question finalement, comment est-ce que l'on fait en sorte de desserrer, de déverrouiller l'étau posé par l'État pour permettre en gros, c'est pas dans ses mains, de transformer la ville. La décision n'est pas dans les mains de la maire de Paris, c'est ça que vous voulez dire? Aujourd'hui, nous n'avons pas l'ensemble des éléments. Très bien, on continue de parler d'actualité avec vous et de ces 27 fonctionnaires de la préfecture de police suspectés de radicalisation. Les signalements vont bon train maintenant au sein de cette institution parisienne. Après, on se rappelle évidemment cet attentat du 3 octobre dernier. Alors, est-ce que tous ces signalements, tout d'un coup comme ça, est-ce que ça répond vraiment à une réalité qui existe et qu'on a peut-être sous-estimée, ou est-ce que c'est un peu une chasse aux sorcières? Moi, je suis très inquiète par le climat actuel de suspicion généralisée qui vise à banaliser un racisme anti-musulman. Vous savez, sur la problématique de la lutte contre le terrorisme, on est face à une autre problématique extrêmement grave, qui est la situation dans le nord de la Syrie, où là, vous avez des centaines de djihadistes ressortissants français qui peuvent être en situation d'être de fait libérés par l'attaque de l'armée turque
Erdogan contre cette région du Rojava, alors que les Kurdes étaient les meilleurs combattants contre Daesh et même les meilleurs combattantes, puisque vous savez que c'est la géopolitique. Vous allez un peu loin peut-être pour nos téléspectateurs au niveau local. Quelle est la répercussion? Parce que la répercussion, je suis d'accord avec vous. La répercussion, c'est quoi? en local on est dans une situation où la France a préféré finalement, comme les Américains, partir, abandonner les Kurdes à leur situation. Et on est là dans un débat français de phobie complète à stigmatiser les Françaises et les Françaises de religion musulmane, avec une ambiance qui encourage le racisme anti-musulman, quand la problématique du terrorisme exigerait qu'on ait une autre politique géostratégique. Qui serait quoi? Ce serait laquelle? Il faudrait à tout prix intervenir, exiger d'abord de Erdogan qu'il arrête son attaque contre le Rojava, que la France, au service de son indépendance pour la paix, eh bien sorte de l'OTAN, parce qu'on ne peut pas être dans l'OTAN avec les États-Unis qui trahissent nos meilleurs alliés que sont les Kurdes, et la Turquie, membre de l'OTAN, qui attaque. Ça c'est très long comme processus. Donc, au jour le jour, comme on a vu ce drame qui s'est passé le 3 octobre dernier de cette personne que personne ne soupçonnait, qui était depuis 20 ans dans les locaux de cette préfecture de police. Est-ce qu'on a tort de s'inquiéter et peut-être d'essayer de chercher d'autres personnes qui pourraient être dans la même situation aujourd'hui? Alors déjà depuis décembre dernier, nous savons avec toute la prudence évidemment qui est depuis décembre dernier, nous savons que Erdogan veut attaquer le Rojava, et depuis très longtemps nous savons que les Kurdes nous disent mais prenez vos ressortissants français pour pouvoir les juger chez vous. Maintenant concernant les problèmes de radicalisation. Moi, je préférais que dans l'ensemble des administrations, eh bien, on se préoccupe de la souffrance au travail. On se préoccupe d'essayer de voir comment vont les gens. Parce que si vous vous préoccupez de comment vont les gens, vous pouvez beaucoup mieux dépister, accompagner et prévenir. Là, on est dans un encouragement à la société de la délation. Je ne pense pas qu'on arrivera là-dessus. Mais surtout, il y a quand même une mesure en même temps qui vient d'être prise, qui est assez inquiétante. On vient d'apprendre que le gouvernement a décidé de mettre fin à l'Institut de sécurité et de la justice, qui travaillait notamment sur la recherche, sur la radicalisation. Or, sans ce travail de recherche, comment voulez-vous qu'on comprenne mieux, qu'on décèle mieux, qu'on anticipe? Donc on est dans une hypocrisie totale. Donc pour vous, voilà, il faut prendre le mal à la racine, il faut anticiper, prévoir. On ne prend pas les bonnes mesures au niveau géopolitique et dans l'ensemble et à l'échelle du pays, à l'échelle nationale, eh bien on n'a pas donné les moyens aux renseignements de faire vraiment leur travail, on ne leur a pas donné les moyens humains, et en plus on supprime l'institut qui nous permet de rechercher, de faire les recherches qui nous permettent de mieux comprendre les processus. Dernière thématique d'actualité sur laquelle on aimerait parler avec vous, ce droit de retrait ou grève sauvage, on a un peu du mal à le définir, de la SNCF. Écoutez, l'inspection du travail, elle est très claire, l'inspection du travail parle d'un droit de retrait totalement légitime. Alors, la conséquence pour nous, en tout cas pour les Parisiens et les Franciliens qui ont été affectés par ces jours non travaillés des cheminots, des conducteurs ce week-end, ça a été compliqué, notamment avec la question du remboursement aujourd'hui. Il y a un petit quiproquo à la base de Guillaume Pépi. Clairement, on le rappelle, les cheminots ont fait valoir donc leur droit au retrait le week-end dernier suite à un incident survenu dans un TER en Champagne-Ardenne. La SNCF a depuis annoncé la création d'un fonds d'indemnisation doté d'1 million d'euros pour indemniser les voyageurs qui ont emprunté qui ont eu des billets de longue distance, donc les TGV, les intercités, mais ça ne concerne pas les utilisateurs des Transiliens ou encore des TER chez nous. Est-ce que, comme Valérie Pécresse, la présidente de région, vous vous positionnez pour demander à l'État de rembourser ces utilisateurs ? Écoutez, il faudrait quand même que la SNCF se préoccupe autrement de ces citoyens et citoyennes qui prennent les TER. Parce que franchement, le problème, il est quand même d'abord et avant tout là. Sur les TER, que se passe-t-il? D'abord, l'accident. L'accident de Champagne-Ardenne, on s'est rendu compte que le conducteur du train, qui pour moi est un héros, parce qu'il était seul dans le train, il y a un accident, plus d'une douzaine de voyageurs qui sont blessés, lui-même est blessé à la jambe, et c'est lui qui se retrouve à apporter les premiers soins, c'est lui qui se retrouve à devoir informer de la géolocalisation, à faire plus d'1,5 km pour essayer de pallier à l'ensemble des dysfonctionnements du système. Et franchement, il faut comprendre que lorsque les cheminots et les cheminotes décident de faire usage de leur droit de retrait, c'est pas simplement pour leur sécurité à eux, c'est pour la sécurité de tous les voyageurs. Et je pense que les Franciliens, même si ça a été des journées extrêmement dures pour eux, sont capables de comprendre qu'en ce moment, à la tête de la SNCF et à la tête du gouvernement,
On ne se préoccupe pas de leur sécurité. Et d'ailleurs, on ne se préoccupe pas de leur remboursement. Merci pour cet avis. On va poursuivre avec vous dans cette émission. On rappelle tout de même que 3 millions de personnes qui devaient voyager ont été bloquées à la suite de cet incident et de ce droit de retrait le week-end dernier. Évidemment, on comprend la situation qui est un peu délicate, mais c'est vrai, on a l'impression qu'il y a 2 poids, 2 mesures entre les voyageurs qui se sont retrouvés finalement tous dans la même situation. Oui, et d'ailleurs j'ai remarqué que sur la SNCF, au moment des droits du retrait, ils ont décidé par exemple de supprimer certains voyages. Ils ont d'abord supprimé les Ouigo. C'est-à-dire que le choix de la SNCF, ça a été d'abord de supprimer les billets qui finalement sont les plus accessibles et donc utilisés par les personnes les plus populaires, parce que l'objectif de la SNCF, c'était de minimiser finalement ces pertes. Donc on voit un service public, une entreprise publique qui fonctionne maintenant totalement comme une entreprise privée. Et il faut se souvenir que la logique du gouvernement Macron, de toute façon, c'est de casser la SNCF en tant qu'entreprise publique et d'organiser la mise en concurrence. Et donc ces situations qui en plus dégradent les conditions de la maintenance, tout ça va se dégrader au fur et à mesure si on ne se mobilise pas avec les cheminots qu'il faut donc remercier. Merci Daniel Simonet, on passe tout de suite à Paris Screen. Avant de commencer gentiment, vous allez voir Daniel Simonet à vous questionner sur votre connaissance de Paris. On va faire un petit portrait, votre portrait en bref. Vous êtes né en Seine-et-Marne, à Montreux-Foyonne, il y a quelques années maintenant. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire votre âge. 1971, voilà. J'assume. 48 ans. Vous vous engagez en politique très jeune, en 1989 auprès du PS, pendant près de 20 ans, avant de rejoindre et de participer surtout à la création du parti de gauche en 2009 auprès de Jean-Luc Mélenchon, puis France Insoumise il y a 3 ans. Vous êtes élu actuellement du 20e arrondissement, conseillère municipale depuis 18 ans déjà et conseillère de Paris depuis 11 ans. Vous avez par ailleurs été candidate déjà aux dernières municipales et aux législatives. Et puis alors en grattant un petit peu du côté perso, parce qu'on voulait aussi vous connaître un peu plus, vous cerner personnellement, on a découvert que vous provenez d'une famille d'artistes véritablement. Vos 2 parents sont sculpteurs et vous-même d'ailleurs vous avez un peu la graine puisque vous produisez sur scène, vous faites du théâtre. Alors j'ai vu que de 2016 à 2018 vous avez produit sur scène un spectacle au théâtre intitulé Uber, les salauds et mes ovaires. Et cette année, vous jouez encore, 2e spectacle, ça s'appelle Paru Vendu. On regarde. Paris, c'est la ville la plus dense d'Europe. Il y a à peine 5 mètres carrés d'espace vert par habitant. Imaginez, là, vous avez 3 immeubles de logements insalubres. Donc du coup, Porte de la Chapelle, ils ont fait des grands immeubles réservés en PLS pour faire un peu de mixité sociale. Comme s'ils mettent d'autres gens, ça allait changer le look du quartier. Et à vous tous! Voilà, petit côté artiste alors, en plus de la politique. En fait, j'ai toujours été intéressée par casser les codes et rechercher d'autres méthodes militantes en politique. Donc je suis passionnée par les méthodes d'éducation populaire, d'agit-prop, et je pense que la forme conférence gesticulée que l'on doit à Franck Lepage, qui est un grand personnage de l'éducation populaire et qui a inventé ces stages-là qui permettent finalement de dire tout le monde, par son vécu, par son histoire, peut permettre de, par le registre du récit, faire prendre conscience des aberrations de notre société qu'il faut transformer. Voilà. Alors là, Paris Vendu, on le voit où ce spectacle? Paris Vendu, forcément, c'est un spectacle que j'ai fait dans le cadre de la campagne municipale. C'est aussi une façon un peu originale de faire un bilan de mandat et de décrypter comment est-ce qu'en 3 mandatures, on a pu avoir ce Paris gentrifié, bétonisé, privatisé. Mais plutôt que de vous faire un exposé, eh bien c'est par plein d'anecdotes, par plein d'histoires. Et puis je raconte aussi. Et où est-ce qu'on vous voit sur scène alors? Eh bien, je vais louer des théâtres ou des salles de réunion dans les différents quartiers de Paris pour pouvoir présenter cette conférence gesticulée. Très bien. Avant de passer à notre quiz, on a une petite question également à vous poser. C'est plutôt Pierre-Yves Bournazel qui vous la pose, candidat 100% Paris. Il était sur notre plateau il y a quelques semaines. Voici sa question pour vous. Au fond, moi je me suis engagé depuis 11 ans à Paris dans le 18e. J'ai beaucoup appris, beaucoup compris. J'ai posé des actes sur un certain nombre de sujets. Et vous, au fond, qu'avez-vous fait pour Paris depuis des années d'engagement? Voilà, Pierre-Yves Bournazel qui fait valoir son expérience de 11 ans en tant qu'élu local dans le 18e. Vous-même, donc, votre réponse?
Eh bien, Monsieur Bournazel est un élu d'opposition dans le 18e et je suis une élue d'opposition dans le 20e. Alors, on a des parcours très différents, hein, puisque lui vient des Républicains. Moi, je suis France Insoumise et je me mets au service d'une démarche citoyenne, décidons nous-mêmes. On en parlera, je pense, tout à l'heure. Je pense que mon rôle a été à la fois d'alerter sur bon nombre de sujets au Conseil de Paris qui me semblait aller à l'encontre de l'intérêt général et en même temps relayer nombre de combats. Je me suis retrouvée, par exemple, hélas, la seule à voter contre la convention, par exemple, de Paris avec Lafarge, alors qu'on venait d'apprendre que Lafarge contribuait à financer Daesh en Syrie, pour reprendre le sujet que vous abordiez tout à l'heure sur la question du terrorisme. J'ai beaucoup porté, par exemple, la bataille pour la remunicipalisation de Vélib. Je porte aussi la volonté qu'on puisse appliquer à Paris, eh bien, la loi de la réquisition des logements vides. Ce sont des projets que vous portez. Pierre-Yves Bournazel, vous interpellez sur l'expérience que vous avez de Paris, ce que vous avez fait concrètement jusqu'à présent. Mais je ne suis pas en exercice du pouvoir. Comme lui, il n'est pas à la tête de la mairie du 18e, je ne suis pas à la tête de la mairie du 20e. Voilà. Mais ce qui a été important pour moi, et je continue de cette façon-là, c'est d'à la fois alerter et d'essayer de contribuer à fédérer nombre de combats écologiques, sociaux. Alors ça va de la question des kiosquiers, des taxis, en passant par les batailles écologiques comme par exemple pour préserver les espaces en pleine terre, comme sur le thème on va le développer, de Ménilmontant par exemple, ou être contre la tour Triangle ou les 6 tours de Bercy-Charenton. Parfois on s'est retrouvés sur des combats avec M. Bournazel contre l'hyper-densification de Paris, la bétonisation. Mais on se retrouve rarement sur les questions de service public qui préfèrent privatiser. Alors, on parle tout de suite de notre quiz. Notre quiz tant attendu, c'est Paris Screen avec la première question. Alors, savez-vous quel est le restaurant le plus vieux de Paris? Non, aucune idée. Aucune idée? Ah non, aucune idée. Le restaurant le plus vieux de Paris? Non. Vous allez au restaurant? Oui, je vais au restaurant. Oui, mais alors le restaurant le plus vieux de Paris, alors là, vous me posez une colle. Alors, c'est la Tour d'Argent, dans le 5e arrondissement. Savez-vous que la cave de la Tour d'Argent n'est pas la plus importante? Et savez-vous où est la cave la plus importante dans Paris? Requiz. Oui, j'inverse. Eh bien, la cave la plus importante, c'est dans le tunnel des Artisans, sous les 6 tours de Bercy-Charenton. C'est là qu'on peut stocker le plus de vin possible. Et c'est une aberration parce que la mairie de Paris, avec le projet de 6 tours de Bercy-Charenton, risque veut casser 2 de ces 6 tunnels, et donc la température à 15 degrés qui est idéale pour le vin va être remise en cause. Alors la plus ancienne en tout cas, c'est bien celle de la Tour d'Argent. Voilà. Pas la plus grande mais la plus ancienne. Est-ce que vous savez aussi d'où vient ce nom? Le Tour d'Argent. Alors, donc ça a été construit en 1582. Pour la petite histoire, c'est un certain monsieur Rourteau qui a créé ce restaurant. Et pourquoi l'a-t-il baptisé ainsi? Tout simplement parce qu'au moment de son construction, il a décidé d'édifier une tour en pierre pailletée de mica. D'où son nom, Tour d'Argent. Ah, c'est son brillant. Et donc, je n'ai jamais mangé la Tour d'Argent. L'histoire raconte que le roi Henri III y aurait découvert l'usage de la fourchette, que Louis XIV venait y manger depuis Versailles, et la spécialité de ce restaurant, c'est le fameux canard au sang. Allez, deuxième question. Combien coûte, Daniel Simonet, 1 heure de stationnement dans Paris-Centre, soit dans les 11 premiers arrondissements de la capitale? Alors, je ne sais pas, je n'ai pas le permis. C'est vrai exactement, je n'ai pas le permis, donc je n'utilise pas la voiture. Par contre... Donner un chiffre comme ça, peut-être? Non, vraiment, je suis incapable de vous le dire. On vous a effrayé au Tout à fait. D'ailleurs, j'avais voté contre l'explosion des tarifs du stationnement, parce qu'on est quand même dans une logique absurde où voilà, ici la on réponse, fait payer sur le 4 stationnement... 4 euros, voilà. On fait payer. Et surtout, on est en même temps sur des parkings municipaux, à côté de ceux-là, qui sont gérés par le privé. Vous savez combien rapporte à Indigo, le groupe ex-Vinci Indigo Park, combien ça leur rapporte de pouvoir exploiter les parkings municipaux chaque année? 40 millions de bénéfices nets. Qui sont investis de quelle manière? Parce que les parkings municipaux sont gérés par délégation de service public à ex-Vinci Park, voilà, le groupe Indigo. Et eux, en gérant ces parkings de la ville, se font donc un bénéfice net de 40 millions d'euros dans la poche, sur notre dos. Alors, question suivante. Combien de places d'hébergement sont mises en place uniquement par la ville de Paris? Alors là, elle vient de faire des annonces, mais elle vous parle d'Anne Hidalgo, oui, elle vient de refaire encore des annonces où elle propose 1000 places supplémentaires. Mais beaucoup des places ne sont pas dans Paris, sont en dehors de Paris aujourd'hui. Donc on est sur... Quelle est la réponse? Le nombre, combien de places? Combien de places?
Non, je ne sais pas. Donnez un allez, chiffre, lancez-vous. Sur l'ensemble de l'hébergement d'urgence. De tous les hébergements, par la pas ville de uniquement Paris. l'hébergement d'urgence. Pas uniquement par la ville de Paris. Par la ville de Paris uniquement. Oui, mais ils sont financés aussi en partie par l'État. Non, les places financées 100% par la ville de Paris. Allez-y. 7 000. D'accord. Et savez-vous quelles sont la situation? Et 23 000. On va pas avoir le temps de faire contre-quiz à chaque fois. Daniel Simonet, on va poursuivre. Voilà. On en parlera tout à l'heure. Aujourd'hui sont dans la rue. Exactement, ça c'est un chiffre dont on a parlé dans le journal, effectivement. On le confirme, 3 000 personnes à la rue dans le nord parisien notamment. Quelle est la rue ou la voie la plus longue de Paris? Je ne sais pas. Décidément, grande rue. 0 sur 20 à ce quiz. Ça va être sur 5, on va abréger votre peine, mais bon, pour l'instant, effectivement, c'est pas glorieux. Une grande rue à Paris. Non. Quel arrondissement au moins? Alors, est-ce que c'est quoi? C'est l'avenue des Champs-Élysées, la plus longue, la plus longue rue? Non, c'est la rue Vaugirard, entre le 6e et le 15e arrondissement. Elle mesure 4 km 36 précisément. Question musique, on termine avec vous aimez la musique? Oui. Alors, on va vous faire écouter un titre qui est en rapport avec Paris. Vous nous donnez soit le titre de la musique, soit l'interprète. Au vent, à feu, à sang, m'ouvrir au sentiment. Oui. Commencer par voir si l'amour va s'enfler. Est-ce illustré? Il a perdu son chagrin. Alors, quelques secondes encore. Je l'ai chanté. Oh non. Non, le titre même pas? Les Nuits Parisiennes. Exactement. Voilà, les Nuits Parisiennes et c'est Louise Attaque. Voilà, mais les Nuits Parisiennes, c'est bon, je prends 1 point sur 5. Voici votre note finale. Donc 1 sur 5 à ce Paris Screen, à ce test. Voilà, il faut réviser un petit peu la topographie, la géographie, peut-être aussi parisienne. Oui, vous remarquez que vous m'avez posé des questions sur non, il n'y a pas d'excuses. On pose les questions à tous les invités ici. Surtout les quartiers chics. Vous ne fréquentez pas les quartiers chics de Paris? Non, la Tour d'Argent. Très bien. La Tour d'Argent, c'est pas pour moi. Allez, on va passer tout de suite à notre rubrique Paris Focus. Et on te retrouve tout de suite, Anne-Laure Bance. On va parler notamment de ce logo des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 qui a été dévoilé, Daniel Simonet, vous le savez, par le comité d'organisation. On parle du financement de ces Olympiades avec toi, Anne-Laure Bance. 2 ans après l'attribution des JO, Paris 2024 déploie progressivement son projet. Objectif, maintenir le budget fixé initialement. On le rappelle, un budget de 6 milliards d'euros. Alors comment, justement, va se répartir ce financement des Jeux? Eh bien, ce budget de la quinzaine olympique va s'appuyer sur une enveloppe prévisionnelle qui se partage en 2 parts à peu près égales. Alors, il y a tout d'abord 3,8 milliards d'euros qui vont être versés par le COJO, comprendre le comité d'organisation des Jeux Olympiques. Il est présidé par Tony Estanguet. Et cette structure, eh bien, son rôle, c'est de financer tous les frais nécessaires au bon déroulement de ces Jeux Olympiques, comme par exemple la mise en place d'infrastructures sportives temporaires ou encore le service aux sportifs qui vont participer aux épreuves, c'est-à-dire leur logement ou leur transport. Alors, pour régler cette note, le COJO va s'appuyer sur la contribution d'acteurs uniquement privés. Il y a tout d'abord bien le CIO, le Comité international olympique, qui va participer à hauteur de 1,5 milliard d'euros. Et puis, les 2 autres milliards restants vont être générés par la billetterie et le marketing. Alors, que faire des 3,2 milliards d'euros restants? Eh bien, c'est le Solideo, la société de livraison des ouvrages olympiques, présidée par Anne Hidalgo, qui va financer tout ça. Le Solideo est en charge de la construction des sites sportifs manquants, c'est-à-dire les sites essentiels comme le village olympique, le village média ou toutes les infrastructures autour de ces sites. Alors, le financement de cette somme sera réparti à parts égales entre acteurs privés et publics. Le plus gros acteur public à participer, c'est l'État, bien entendu, avec 1 milliard d'euros. Les collectivités ne sont pas en reste. Paris participe à hauteur de 135 millions d'euros et puis le reste est dédié aux acteurs privés qui vont prendre en charge 1,7 milliard d'euros. Alors,
quelles vont être les retombées économiques de ces Jeux Olympiques qui demandent un certain budget, 6 milliards d'euros? Eh bien, selon une étude du Centre de droit et de l'économie du sport réalisée à l'époque dans le cadre du dossier de candidature de Paris, les JO de 2024 permettraient de générer au mieux 10 milliards d'euros et dans le pire des scénarios, seulement 5,3 milliards d'euros. Alors, Madame Simonet, en tant qu'élue parisienne opposée aux Jeux Olympiques, ces retombées économiques ne sont-elles pas une manne financière intéressante pour la ville de Paris? Le problème, c'est qu'elles sont absolument pas garanties, puisque à chaque fois sur les autres éditions des Jeux Olympiques, elles se sont avérées bien inférieures à ce qui était promis. Parce que déjà, vous avez, lorsque vous avez les événements Jeux Olympiques sous leur forme actuelle, évidemment, ça attire d'autres touristes, mais qui chassent les touristes initiaux qui venaient d'habitude dans la capitale. Donc déjà, on n'est pas sur une addition, et fort heureusement, parce qu'à un moment donné, l'attractivité touristique, elle pose un problème à la ville. Mais d'un point de vue économique, quand on regarde les analyses des économistes sur l'impact des Jeux Olympiques à Londres, on montrait que finalement, les promesses faites ne se sont pas du tout réalisées. Et par contre, ce qui est vrai, c'est que toutes les éditions de Jeux Olympiques ont vu leur budget exploser. Et le budget de la ville de Paris, de l'édition des Jeux Olympiques 2024 explose eux aussi, vont être dépassés eux aussi. Les 6 milliards vont être dépassés. Mais bien évidemment, déjà on est au-dessus de ce qui était prévu initialement. Par exemple, le budget alloué à la sécurité n'est pas anticipé, alors qu'on sait qu'il va être colossal. Et on est par ailleurs sur ces Jeux Olympiques, sous leur forme actuelle encore une fois, dans une logique complètement aberrante par rapport au climat. Tout le monde nous alerte. Malgré la promesse qui est faite de faire des Jeux Olympiques écologiques en réutilisant des sites déjà existants. Les Jeux Olympiques les plus écologiques, vous savez, c'est ceux qui n'ont pas lieu. Vous seriez contre les Jeux Olympiques, contre une annulation? J'estime déjà qu'il y a un déni démocratique, puisque Madame Hidalgo était contre les Jeux Olympiques au moment de la campagne municipale de 2014, elle ne voulait pas des Jeux Olympiques à Paris. Et c'est qu'une fois qu'elle était élue que François Hollande a finalement fait pression sur elle, qu'elle a retourné sa veste comme elle sait le faire, et qu'elle a imposé la candidature de la France, alors que les Parisiennes et les Parisiens, les Franciliens, les Français, on leur a pas demandé leur avis. Qu'auriez-vous fait à sa place? Il faut organiser un référendum, c'est le minimum. Au moins un référendum à l'échelle francilienne. Et c'est ce que je continue de défendre. Vous savez, à Denver, c'était les Jeux Olympiques, je crois, de 76. Eh bien, la population se rend compte que finalement les budgets sont en train d'exploser, que l'impact environnemental est beaucoup moins maîtrisé que cela n'était promis. Et donc, les habitants se mobilisent, exigent un référendum, et par référendum, ils obtiennent 4 ans avant l'annulation des Jeux Olympiques. Ce serait possible aujourd'hui de faire ceci ? Et donc là, nous avons 4 ans devant nous. Moi, je vais vous dire, quand vous voyez tous les rapports du GIEC sur le réchauffement climatique, les rapports sur la biodiversité, on voit bien qu'il faut tout changer. Eh bien, la première chose, c'est de prendre son courage et de se dire, qu'est-ce qu'on va raconter à nos enfants? Qu'on a préféré le défi olympique au défi climatique? Je ne pense pas. Vous prendriez la décision d'annuler, en tout cas de proposer un référendum citoyen. De convoquer un référendum pour se poser la question. Parce que la priorité, en plus, en termes d'équipement, je vais vous dire, dans le 93, la priorité, c'est d'avoir plutôt 15 bassins écoles et pas d'avoir une piscine olympique. La priorité, c'est pas de faire le Charles de Gaulle Express, c'est de penser l'ensemble des prolongations de lignes de métro, de tramway. Donc, on voit bien qu'en fait, les infrastructures pour 15 jours de manifestations internationales, plutôt faites des sponsors que faites du sport, eh bien sacrifient plein d'équipements qui, eux, répondent à l'intérêt général. Alors, on parle également des JO, notamment depuis quelques jours avec le dévoilement de ce logo qui a beaucoup fait parler depuis ce mardi. Qu'en pensez-vous de ce logo qui représente la flamme, qui représente Marianne, qui représente ces Jeux Olympiques et Paralympiques ? Oui, franchement, je suis pas transportée par l'image de la flamme, qui par ailleurs en rappelle une autre. Non, je ne suis pas spécialement emballée. Vous précisez votre allusion? Ça vous fait pas penser à une autre femme politique, non? Je vous laisse les mots dans le sujet. Je ne pense pas que c'était le choix initial, mais voilà, ça fait penser au logo de l'extrême droite du Rassemblement national. Mais donc, c'est pas spécialement heureux, je trouve. On parle de l'accueil des migrants à présent.
Dominique Versini, vous l'adjointe d'Anne Hidalgo, en effet, était l'invité de Bonjour Paris ce matin. On va l'écouter, on vous fait réagir juste après. Nous proposons des places d'hébergement. Il y a beaucoup de familles avec des enfants. Et donc nous souhaitons que sur les 1000 places que j'ai proposées à Julien de Normandie il y a quelques jours, le maximum de places soit pour les familles avec les enfants en priorité, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de migrants qui sont scolarisés dans les maternelles et les écoles primaires de Paris et le soir qui vont dormir dehors. Alors, je rappelle donc brièvement la situation. Il y a 3000 migrants qui vivent dans des conditions misérables le long du périphérique, entre les portes de la Chapelle et la porte de Vervilliers. La situation est explosive dans ces campements. Les commerçants et les riverains n'en peuvent plus. Donc, Dominique Versini, l'adjointe chargée de la solidarité, a annoncé la création de ces 1000 places. Est-ce que c'est assez, selon vous? Alors, précisons, elle n'a pas annoncé la création de ces 1000 places. Elle demande. Elle a annoncé en fait qu'elle pouvait mettre à disposition des bâtiments qui permettent l'équivalent de 1000 places si l'État participe au financement. Car c'est l'État qui décide. Et ensuite, elle a dit il y a quelques jours, mais si vous regardez le reportage, j'ai écouté l'interview en entier, elle dit mais ça me fait même d'ailleurs plusieurs mois qu'on a alerté l'État là-dessus. On est face à une situation qui est une véritable honte. Une honte pour la République, une honte pour la ville de Paris. Parce que vous avez plus de 3000 personnes qui sont dans des conditions, mais d'une indignité, je veux dire, vous prenez dans n'importe quel pays d'Afrique, les campements humanitaires, on exige les normes HCR, que là on n'exige même pas à Paris, alors qu'on est quand même dans un pays extrêmement riche. C'est honteux. Et on est dans une situation où mairie de Paris et gouvernement n'arrêtent pas de se renvoyer la balle. La situation, c'est que la mairie de Paris demande à l'État, c'est ça, de régler la situation parce que c'est de sa compétence, l'État qui renvoie vers la préfecture de Paris. Sauf que d'abord, première chose, compétence ou pas compétence, quand il y a une urgence humanitaire, on se bouge et on y répond. Et qu'est-ce qu'il est possible de faire dans ce cas d'urgence? Parce que les places, puisque la mairie de Paris a des bâtiments, et bien qu'elle assume de les ouvrir et qu'elle organise le bras de fer vis-à-vis du gouvernement en accueillant concrètement. Le problème, c'est qu'elle dit 1000 places alors qu'ils sont 3000, donc il y en a déjà 2000 en moins. Et pourquoi n'a-t-elle pas ouvert ces bâtiments depuis 3 mois, puisqu'elle nous dit dans l'interview qu'elle les a au moins depuis 3 mois à disposition. Donc on est vraiment en deçà. Et je vais vous donner un autre exemple. Depuis 2014, j'alerte sur la situation qui se dégrade sans aucune anticipation. Qu'il s'agisse des sans-abri, qu'il s'agisse des exilés, qu'il s'agisse aussi des mineurs isolés qui sont sous la responsabilité directement du département. Je veux dire, pas plus tard que la semaine dernière, vous avez un campement de 50 jeunes mineurs isolés étrangers qui ont été mis à la rue sans aucune autre proposition. Les associations sont totalement démunies. On est à peu près dans les mêmes endroits, dans le nord de Paris. Bon. Et là, on est directement dans la responsabilité du département qui bafoue ses obligations vis-à-vis de la protection de l'enfance. Vous avez l'Hôtel Dieu dans le même temps, hôpital en plein centre de Paris, qui est le plus vieil hospital de France. C'était l'hospitalité, c'était là où on accueillait autrefois aussi les indigents. 2/3 des bâtiments de l'Hôtel Dieu sont chauffés et ne servent à rien. Le projet de la ville avec la PHP, c'est d'y mettre un restaurant gastronomique. Alors qu'on pourrait y accueillir des sans-abri, des mineurs. Quelle que soit la décision de l'État d'ouvrir de soi-même. Bien sûr, la ville l'a déjà fait pour certains lieux, puis elle dépense quand même chaque année 100 millions d'euros pour les... C'est dans le cas des obligations du département. Donc elle est bien en deçà des besoins. Voilà. Il faut arrêter de communiquer, il faut faire. Daniel Simonet, on passe maintenant à notre rubrique Vrai-Faux. On va vous poser un certain nombre de questions. Vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. C'est très simple. Vrai ou faux que vous êtes la candidate La France Insoumise à la mairie de Paris? Alors faux, parce que je souhaite être la candidate de la démarche Décidons nous-mêmes, qui est un appel que j'ai lancé avec Claudio Pulgar-Pinot, un militant associatif pour le droit à la ville, puisque justement on souhaite inscrire notre démarche dans une approche communaliste. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On a bien compris que tout de même le parti vous a le mouvement élu, France Insoumise, le mouvement France Insoumise m'a désigné chef de file. Chef de file, c'est ça. Et moi je souhaite
que les signataires de Décidons nous-mêmes puissent décider qui veulent comme candidat ou candidate. Vous seriez donc prête à laisser votre place de candidate LFI? Moi, je ne souhaite pas qu'il y ait des personnes autoproclamées et je souhaite que tout le monde puisse candidater. Donc pour moi, la question démocratique, elle doit être au cœur de cette campagne municipale, donc je me l'applique également. Et je souhaite que toutes celles et ceux qui le souhaitent puissent candidater ou proposer des candidatures. Et comment est-ce que ça va s'organiser tout cela? Eh bien, le 9 novembre prochain, on a une assemblée constituante de Décidons nous-mêmes. Alors on peut déjà signer l'appel sur décidons.paris. Et cette assemblée constituante va définir nos règles du jeu. Quelle est la charte éthique dans laquelle on veut se retrouver? Comment nous allons ensemble coélaborer le programme, sachant qu'on a déjà commencé, on a fait des ateliers citoyens dans les quartiers, on fait énormément de porte-à-porte pour collecter les attentes populaires. On va aussi définir la façon dont on va coélaborer les listes dans tous les arrondissements, pour vraiment que Paris soit co-décidé avec celles et ceux qui font Paris. Prochaine question, vrai ou faux que vous bénéficiez avec votre logement d'un privilège? Non, parce que j'ai quitté mon logement social en 2003 et je suis en loyer libre comme 50 000 Parisiennes et Parisiens. Donc un loyer libre, c'est un logement qui bénéficie d'aucun financement, ni de l'État, ni de la bailleur collectivité. Public tout de même. Exactement. Un appartement à loyer modéré? Alors je suis dans un logement bailleur public, mais mon loyer contribue à financer le logement social. Voilà. Un loyer de 1 300 € pour un 82 mètres carrés, j'ai lu, c'est bien ça? Si c'est toujours le cas cette année? Oui, c'est-à-dire qui correspond finalement au montant des loyers des appartements qui étaient loués à partir de 2003. Mais ce ne sont pas les loyers qui sont accessibles aujourd'hui aux Parisiens? Ceux qui sont à la location, mais n'importe quelle personne qui est dans un appartement privé qu'il a loué à partir de 2003 se retrouve avec des loyers équivalents. Et avec les problèmes de pénurie qu'on a aujourd'hui de logement à Paris, est-ce que vous trouvez cela normal que des élus parisiens, par exemple, accèdent également à ce type de biens? Parce qu'il n'y a absolument aucun on sait que ce n'est pas illégal. Moi, je vais vous dire une chose. Les listes que nous allons présenter dans tous les arrondissements, eh bien oui, ils vont avoir beaucoup de personnes qui sont locataires du logement social et très peu de propriétaires qui vont, par exemple, fréquenter la Tour d'Argent. Voilà. Et je pense que c'est ça qui est important. Parce qu'aujourd'hui, au Conseil de Paris, eh bien, le niveau de vie des gens et de leurs préoccupations ne correspondent pas à nos quartiers populaires. Et ils sont déconnectés. Et c'est pas pour rien que, par exemple, la question d'encadrement des loyers du parc privé, visiblement, ne les préoccupe. On va en parler justement assez longuement dans un instant. Alors, vrai ou faux que vous haïssez les chauffeurs de VTC? Ah, faux, totalement faux. Parce que si je suis en bataille contre l'ubérisation, pour moi, c'est pas une bataille taxi contre VTC. C'est une bataille contre la logique et le système de l'ubérisation. Et d'ailleurs, j'ai discuté très souvent avec des chauffeurs VTC qui sont aussi, eux, en résistance contre ce système d'ubérisation qui les ponctionne. Et il y a d'ailleurs des belles batailles à mener pour exiger leur requalification salariée. Mais le gouvernement vient de voter à travers la loi L'Homme la protection des plateformes pour ne pas leur permettre justement d'obtenir cette requalification. À ces chauffeurs de VTC? Rien du tout. Je reproche au système de l'ubérisation de surexploiter des travailleurs indépendants sans se préoccuper de leur protection sociale, sans payer par ailleurs leurs impôts. Uber est une entreprise d'évasion fiscale et d'optimisation fiscale énorme. Et puis surtout de remettre en cause, de mettre en place une concurrence déloyale qui va à l'encontre de la profession réglementée des taxis. Alors on a un nouvel invité nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, tout de suite, c'est Paris en face. Et on parle donc logement, je vous l'avais dit en introduction avec notre invité. Bonsoir Didier Camandona, vous êtes membre du conseil d'administration de l'AFNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier. Quelles sont vos questions à Daniel Simonet au sujet du logement, la problématique du logement à Paris? Le logement à Paris est un problème qui n'a cessé d'être plus prégnant et plus récurrent depuis de nombreuses années. Depuis les années 70, Paris a perdu 700 000 habitants, puisqu'on était à 2 800 000 à la fin des années 60, on va dire, et aujourd'hui 2 100 000, sur une surface de 105 mètres carrés, puisque Paris est une petite ville. Et tant dans le domaine de l'accession que dans le domaine du marché de la location, ça n'a cessé de se dégrader. Les mesures qui ont été prises se sont avérées inefficaces. Quelles sont pour vous les priorités que vous allez donner au problème du logement à Paris et quelles sont les mesures que vous comptez prendre? Alors la première bataille pour moi, c'est d'obtenir la compétence à l'échelle de la mairie de Paris
de la fixation du loyer de référence pour organiser l'encadrement à la baisse des loyers. Parce que vous avez vu que l'encadrement va recommencer, recommence depuis juillet. Voilà, depuis le 1er juillet. Sauf que c'est un encadrement où le loyer de référence est calculé par rapport au marché. Donc, on continue une hausse qui est certes moins forte que si on laissait le marché libre cours à sa folie spéculative, mais on continue la hausse. Et donc tous les candidats à la mairie de Paris qui pourront par exemple dire « Ah ben nous on va faire comme à Berlin, on va geler les loyers », s'ils ne récupèrent pas cette compétence, ils mentent. Parce qu'elle n'aura pas lieu, parce qu'ils n'en ont pas le pouvoir. Or, je pense que c'est une compétence qui doit être déconcentrée. Deuxième compétence importante à avoir, c'est celle de l'application de la loi de réquisition des logements vides. Il y a plus de 110 000 logements vides à Paris, plus de 300 000 mètres carrés de bureaux vides à Paris. Il faut que la mairie de Paris puisse avoir le pouvoir de les réquisitionner pour les transformer en logement social. Aujourd'hui, cette compétence-là relève de la préfecture, relève de l'État. Et donc, à travers un référendum, je souhaite qu'on puisse organiser un vrai rapport de force vis-à-vis de l'État pour que la municipalité reconquiert ces deux compétences. Et je peux vous dire que là, ça changerait énormément de choses. Adossé à cela, il faut bien plus assumer une politique en faveur du logement social. Et le problème de la politique en faveur du logement social de la mairie de Paris, qui a fait énormément de communication là-dessus, elle a néanmoins réservé, par exemple, 30% des logements sociaux à la catégorie PLS, c'est-à-dire la catégorie de logements accessibles à des revenus par ailleurs très proches des miens. Donc pour ceux qui sont choqués que je sois en loyer libre. Quels sont vos revenus Je veux dire, conseillère de Paris, c'est dans les 3 200 € par mois. Bon. Sur les PLS, le problème c'est que vous avez 90% des demandeurs de logements sociaux qui sont éligibles aux catégories de logements réellement sociaux, PLAI, PLUS. Donc on est en train de faire une politique discriminatoire à l'encontre des classes populaires à Paris. C'est d'ailleurs ce que demande la Fondation Abbé Pierre, c'est qu'on arrête ces logiques réservataires en faveur du PLS et qu'on les fasse vraiment en faveur du vrai logement social. Alors, madame, je vous ai entendu. J'ai entendu les mots de réquisition, j'ai entendu les mots d'encadrement, de blocage. Même des loyers. Autant de mots. Horrible pour vous. Non, pas pour moi. Autant des mots, madame, qui sont des contraintes. Vous savez, quand on est encadré, c'est qu'on a deux policiers, l'un à droite, l'autre à gauche, donc on n'a pas forcément envie d'être. On n'est pas très heureux. Tout ce qui est contrainte. Mais je ne veux pas rendre heureux madame, les gros spéculateurs. Non, mais il ne s'agit pas des gros spéculateurs. Je ne veux pas les rendre heureux. Non, mais il ne s'agit pas d'eux. Il n'y a pas de spéculateurs, d'abord. Ah bon, ça n'existe pas. Non, il n'y a pas de spéculateurs sur le marché. Il n'y a pas des assurances qui sont propriétaires de plein de logements privés. Sur le marché parisien, actuellement, le marché parisien ne fonctionne pas bien, mais je ne crois pas que c'est par la contrainte, quelle qu'elle soit, que ça va fonctionner. L'encadrement des loyers, vous en parliez à l'instant, il n'a eu aucune efficacité, celui qui a été mis en place en 2015, et celui de 2019 n'en aura pas plus. Parce que lorsque vous découragez, lorsque vous encadrez, vous découragez les uns et vous ne logez pas les autres. Alors, c'est dommage. Moi, vous savez, l'économie, elle ne répond pas. L'économie ne répond pas à des questions d'obligation et de contraintes. Ça ne marche pas, madame. Ça, c'est des mesures d'un autre siècle qui n'ont pas marché dans d'autres pays au siècle dernier. Monsieur, ça ne marchera pas vous êtes aujourd'hui, madame. Pour le siècle d'avant les lois. Vous pensez que la liberté du marché, la liberté de spéculer sur le droit au logement, sur le logement, doit l'emporter sur le droit au logement? Je pense l'inverse. Je dis cela, madame. Je pense, oui, que vous en êtes convaincu. Non, pas puisque vous êtes persuadé que la contrainte est un problème. Moi, je pense que, au contraire, la contrainte libère. Voilà. La contrainte libère parce qu'aujourd'hui, l'explosion spéculative, non seulement sur les logements, mais aussi sur les locaux commerciaux. Nos artisans, nos petits commerçants ne peuvent plus ouvrir boutique dans Paris ou assumer les charges locatives dans Paris, tellement la spéculation poursuit sa course folle, tellement la recherche de rentabilité financière est dans des logiques complètement aberrantes. Donc oui, je pense que la maîtrise des prix du foncier, la municipalisation des sols est un impératif politique pour pouvoir être capable de modifier la ville en fonction de l'intérêt général. Voyez-vous d'autres idées, chercher au contraire à travers des dispositifs réinventer Paris, réinventer la Seine, réinventer la métropole, eh bien de vendre à la découpe le foncier parisien
et permettent aux investisseurs privés de se gaver sur le dos des Parisiennes. Je n'ai pas l'impression que M. Camandona dit que voilà, la spéculation comme une solution. Mais il représente les intérêts des spéculateurs immobiliers. C'est votre rôle. Absolument pas. Moi, je représente les acquéreurs, les vendeurs. Je fais de l'intermédiation immobilière. Je ne représente pas les spéculateurs, madame. Permettez-moi de le dire. Et au contraire, je serais plutôt très opposé à la spéculation immobilière. Vous avez dit quelque chose de terrible. La contrainte libère. Et oui. Chacun appréciera. Moi, je dis que la contrainte ne libère pas. La contrainte emprisonne, madame. Et le problème qu'il va y avoir si par hasard vous étiez élu et que vous mettiez en place ce type de mesures, c'est que ça va être encore pire. Ça va être encore pire. Vous savez, Paris, actuellement, est une ville qui, comme je vous l'ai dit, a perdu des habitants. 12 000 personnes quittent Paris chaque année. Quand on veut accéder à la propriété, ça n'est plus possible. Quand on veut louer un appartement, ça n'est plus possible. Oui, qui est un professionnel. Non, mais je parle de l'accession. L'accession, on n'encadre pas l'accession, madame. Je ne vois pas comment vous allez encadrer l'accession, madame. Sur la question de l'accession à la propriété, je trouve qu'il faut, la ville, elle s'est dotée d'un outil, le foncier solidaire. Bien. Sauf que le problème, c'est qu'elle a mis très peu de moyens dedans. Or, la logique du foncier solidaire peut permettre de déconnecter le foncier du bâti. Et donc de faciliter l'accession sociale à la propriété en déconnectant les œufs. Mais avec des clauses, par ailleurs, anti-spéculatives. J'ai entendu M. Brossat, effectivement. Il faut mettre beaucoup plus de moyens là-dedans. Mais évidemment, toutes ces logiques-là, qui échappent à la pure logique du marché, n'auront pas grâce à vos yeux. Pour moi, elles ont grâce à mes yeux parce qu'en plus, elles répondent à une urgence sociale et écologique. Parce que quand vous avez 1 million de personnes qui, tous les jours, viennent travailler à Paris sans pouvoir y loger, sans pouvoir y vivre. Le problème de la pollution à Paris est étroitement lié au problème de la spéculation. Tant qu'on continuera à avoir cette ville où les logiques d'attractivité du territoire finalement permettent d'accélérer la financiarisation de la ville, on chassera celles et ceux qui travaillent dans la ville à habiter encore plus loin de la ville. Et on les condamnera à des déplacements domicile-travail de plus en plus longs. Donc on voit bien qu'il y a une articulation sociale et écologique qui nécessite de s'attaquer au cœur du problème. Vous avez une question au sujet du Grand Paris également. Oui, justement, moi je trouve que le projet du Grand Paris est un projet qui va peut-être enfin dénouer en tout cas une partie du problème du logement à Paris. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que jusqu'à présent, dans toute l'histoire, les lignes de transport convergeaient vers Paris. Et donc, il y avait donc une convergence qui faisait que tout le monde allait travailler à Paris et les gens habitaient soit dans Paris quand ils le pouvaient, soit en banlieue. Le projet de Grand Paris a cette intelligence d'être circulaire autour de Paris. Et là, ça change tout. Ou par exemple, il y avait 1h30 pour faire Créteil-Versailles, il y aura 20-25 minutes lorsque le projet du Grand Paris sera mis en place. Et je pense... Je ne parle pas de spéculation, là, justement, la tension sur les prix à Paris pourrait être diminuée grâce à cette proximité et cette diminution du temps de transport. Vous disiez que c'était bien long et je pense que c'est une solution, en tout cas partielle, mais les solutions de contrainte, madame, de grâce, non. Alors vous savez, justement, je pense que la grosse difficulté sur la métropole du Grand Paris, c'est qu'on continue à voir Paris comme une centrifugeuse, avec l'attractivité en son centre. Or, il faut essayer de construire une métropole polycentrique. Et donc penser la relocalisation d'activités là où il en manque. Paris est excédentaire en emploi. Donc c'est l'aberration. Absolument pas. Le problème de la logique du Grand Paris, par exemple, c'est qu'on va en plus absolument pas empêcher l'explosion spéculative justement du foncier au niveau de chaque gare. Et donc, on aggrave la gentrification, mais on l'étale dans le Grand Paris. Et en plus, on a tout un tas de projets de bétonisation qui vont artificialiser les sols, qui sont aberrants. Par exemple, Europa City, je pense que c'est un projet qu'il faut absolument, à tout prix, abandonner. À la problématique du logement, pour la revenir, on n'aura pas le temps de développer Europa City, malheureusement. Sur la question du logement, attention à la tentation d'un bon nombre d'élus de se dire « Ah, la question de la métropole du Grand Paris va régler la question du logement », c'est-à-dire qu'en gros, les classes populaires et les couches moyennes du salariat, elles vont aller vivre ailleurs. Mais cette solution que vous évoquez de polycentrique, polycentrique, ça veut dire que vous pouvez remettre de l'activité là où il en manque et penser à chaque fois, à chaque zone de vie, chaque bassin de vie, en mixité entre les domiciles, le travail, les services publics, les espaces verts. Pensez cela. Et donc arrêtez de vouloir tout concentrer sur le centre de Paris. Daniel Simonet, merci, vous restez avec nous. Didier Camandona, merci d'être venu sur ce plateau. Je le rappelle, vous êtes membre du conseil d'administration de la FNAIM. Vous avez des questions de nouveau de la part cette fois-ci des Parisiens, des Parisiennes. Tout de suite, c'est les questions sans tabou.
Des Parisiens qui veulent mieux vous connaître. Donc, voici leurs questions. On va les écouter en direct, en vidéo. Vous êtes plutôt calme ou colérique? Je suis pas colérique, mais par contre, j'ai un tempérament, je me laisse pas faire. C'est quoi pour vous la différence entre la colère colérique, ça veut dire que vous pouvez aussi... si vous êtes colérique, ça veut dire que vous pouvez craquer, vous pouvez être vite énervé, avoir un ego ou des choses comme ça. Non, moi, je pense que je suis... je peux me mettre en colère froide, voilà, parce que mes convictions m'amènent souvent à être en colère sur des sujets. Mais je pense pas être colérique, non. Deuxième question. Vous êtes plutôt vin ou eau plate? Je suis plutôt... Vin ou eau plate? Ah, les deux. Dans quelles circonstances? Je bois pas souvent de vin, mais j'aime bien, voilà, si je vais au restaurant ou si je suis avec des amis, j'aime bien avoir un verre de vin, voilà. Par contre, sinon, quotidiennement, je suis eau plate, voilà. On poursuit avec la dernière question. Vous êtes plutôt vinyle ou iTunes? Vous avez compris la notion, la nuance. Ouais. En fait, ni l'un ni l'autre. CD entre les deux. Je suis un peu entre les deux, entre la radio et puis encore les CD, voilà, à l'ancienne. Mais mes enfants sont toutes sur sur la musique numérique, et le téléphone, voilà. Allez, on passe tout de suite à la question suivante. C'est déjà la fin de ce Capital 2020 BFM Paris Le Parisien. Comme Pierre-Yves Bournazel tout à l'heure qui vous a adressé une question, vous avez vous aussi, Daniel Simonet, l'occasion de poser une question à l'invité que nous recevrons sur ce plateau la semaine prochaine. Ce sera Audrey Pulvar. Que le capitalisme est incompatible avec la prise en compte de l'urgence climatique. Et pourtant, vous allez soutenir la campagne d'Anne Hidalgo qui défend une ville finalement pour les plus riches, pour les touristes, pour les grandes start-up. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Puis vous allez être candidat dans le centre de Paris. Dans le centre de Paris, il y a un hôpital, le plus vieil hôpital. La municipalité projette d'y mettre un restaurant gastronomique et des start-up. Est-ce que la priorité, ça ne serait pas plutôt de pouvoir y accueillir les sans-abri, les exilés, les femmes battues? Voilà. Est-ce que vous allez remettre en cause le projet de la majorité actuelle pour une ville de l'hospitalité? C'était votre question à Audrey Pulvar, on le rappelle, donc elle sera l'invitée de Capital 2020 jeudi prochain. Notez bien le rendez-vous. Daniel Simonet, merci. D'avoir été avec nous ici sur le plateau de Capital 2020. Évidemment, on remercie également Christine Henry, journaliste des pages Paris du Parisien, qui a préparé cette émission avec moi. Vous pouvez nous retrouver également sur les réseaux sociaux, rediffusion également cette soirée. N'hésitez pas, réagissez avec le hashtag BFM Paris. Merci à tous de votre fidélité. Alterna, l'énergie.